Michel Galli a été à une époque, disait-il, enseigné à Sciences Po et à Saint-Cyr, mais avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on lui a fait comprendre que oui, sa collaboration n'était plus souhaitée. Et aujourd'hui, il enseigne à l'Institut des Relations Internationales. Donc, ce qui m'a semblé important, c'est que Michel Galli connaît très bien cette région. C'est un problème régional auquel on est confronté. Et donc, c'est pour ça que ça nous a semblé important que vous veniez nous parler de ce qui se passe dans cette région et comment on peut comprendre ce qui s'y passe au-delà des événements au jour le jour. J'étais en Amérique centrale, puis en Afrique du Nord, et puis en Afrique subsaharienne, où j'ai quand même passé 10 ans. Et j'ai travaillé beaucoup sur la violence politique et les conflits depuis une dizaine d'années. Alors ce qu'il y a de bien dans ce genre de comparatisme, c'est que ça permet parfois d'être prédictif. Alors une science politique prédictive, c'est intéressant, à part que ça n'intéresse personne, en tout cas pas les princes qui nous gouvernent, en allant faire des rapports, des tribunes, comme il y a 6 mois, par exemple, dans le Monde. Eh bien, voilà, il y a l'analyse d'un côté, et puis les décisions politiques ou militaires de l'autre. Alors là, on verra aussi qu'on peut peut-être être prédictif sur les guerres ou les violences politiques à venir. Alors ça, c'est un peu décourageant. Un autre point décourageant aussi, c'est que le Mali, comme le Niger, comme le Tchad ou autre, il faudrait une carte, mais c'est sur ce que le politologue Jean-François Bayard nomme une ligne de fracture quasi tectonique entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, mais dans chaque pays, entre des peuples différents. Et vous connaissez au moins de loin le problème Touareg au Mali. Donc ce clivage, il se répercute dans les milieux intellectuels. Effectivement, vous voyez un peu trop d'ailleurs dans les médias des spécialistes avec beaucoup de guillemets du monde arabo-musulman et surtout ce qu'ils appellent le terrorisme ou l'islamisme radical le monde musulman. Et puis, vous avez des soi-disant africanistes de notre côté qui se rencontrent à l'occasion de la guerre au Mali, mais qui ne connaissent pas les mêmes choses, qui ne parlent pas le même vocabulaire. Et si vous voulez, quelque part, j'ai vécu ça en étudiant l'Afrique de l'Ouest du côté du Libéria. À un moment, j'étais très sollicité à la guerre au Libéria parce que j'étais le seul Français à s'intéresser au Libéria. Il y a encore ces fractures coloniales et linguistiques qui sont toujours prégnantes. Et les guerriers nomades, comme je les appelais, qui passent allègrement les frontières, étaient plus avancés à leur connaissance de leur propre région, au sens africain, en l'occurrence l'Afrique de l'Ouest, que les intellectuels parisiens, londoniens ou autres, puisque aussi les intellectuels anglo-saxons ne connaissent pas par exemple la Côte d'Ivoire, le Bénin, c'est une terre doublement étrangère pour eux. Donc voilà, il y a cette méconnaissance dont il faut parler, d'abord. Et puis il y a ce que Philippe a nommé, je ne sais pas si vous avez employé ce terme, mais ce qu'on peut nommer la désinformation permanente. Alors la désinformation, là ça me permettra de faire un lien tout à l'heure sur la très longue durée. Mais en tout cas, en gros, pour fixer les idées, depuis les indépendances, en gros dans les années 60, 1960, des pays africains, vous avez une cinquantaine d'interventions militaires françaises. Il y en a aussi d'autres pays, je vous rassure, britanniques, en Sierra Leone par exemple en l'an 2000, l'opération Pallister, américaine, enfin les pays plutôt pétroliers et pas toujours au bon moment. Et donc, dans ces opérations militaires françaises, il y a des causes diverses et variées sur lesquelles on peut revenir, mais il y a toujours un épais rideau de brouillard médiatique qui est entretenu. Et quand vous voyez, au fond vous voyez rien, vous avez bien vu que sur le Mali, c'est un des problèmes, on pourra parler tout à l'heure, les fameuses colonnes djihadistes qui descendaient vers Mopti et Bamako, personne ne les a vues. On n'a même pas vu d'images satellites, on n'a pas vu. À la fois, il y a des images et puis on ne voit rien. C'est quand même paradoxal. Et que ce soit des spécialistes, des anthropologues, des politologues, et j'en connais, qui soient maliens, qui soient africains, qui soient français, on ne les interroge pas, donc il y a une sorte de vide sidéral, on intervient dans un pays, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, on ne sait pas surtout quel peuple il y a, quelle ethnie, quel est le système politique, est-ce qu'il y a des intellectuels locaux, une société civile, tout ça c'est le grand brouillard, mais même on l'évacue, on n'en parle pas. Donc si vous voulez, vous avez l'armée française qui parle français, avec les moyens porte-parole, on dit,
Et vous avez des images plus ou moins de synthèse, et puis le réel du pays, de sa société surtout, de sa société politique, de sa société intellectuelle échappe. Donc voilà, bonsoir, une double méconnaissance qui nous empêche d'y comprendre quelque chose. Or pourtant cette société malienne, elle a bien évidemment, ce pays, comme partout, une histoire. On n'est pas à l'époque d'Hegel qui déniait toute historicité à l'Afrique parce que c'était le lieu où il n'y avait pas d'État, donc d'idées, et donc elle était quelque part en dehors du monde, en dehors de l'histoire. La société malienne, non seulement elle a une histoire très longue durée, alors je ne vais pas remonter à l'Empire du Mali, qui ne coïncide pas d'ailleurs forcément avec le pays actuel, mais en tant que signifiant, en tant qu'histoire, en tant que fierté d'ailleurs, c'est quelque chose qui agit toujours sur les esprits en tout cas. Donc c'est cette société malienne, presque entièrement islamisée, elle est même en voie de ré-islamisation, au sens où, qui est d'ailleurs en grande partie une arabisation, et vous voyez avec le groupe par exemple AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est le successeur du groupe salafiste pour la prédication et le combat d'origine algérienne, et donc ils sont porteurs d'un islam, un peu comme les autres mouvements islamistes, d'origine wahhabite. Vous voyez, un peu pour pousser les idées, un peu comme l'Arabie Saoudite, et d'un islam, je ne peux pas dire pur et dur, mais en tout cas beaucoup plus rigoriste que l'islam confrérie, que l'islam un peu africain, qui est organisé autrement, d'abord qui est beaucoup plus tolérant, qui est organisé autour, vous le voyez pour les fameux mausolées de Tombouctou, les cultes des saints en particulier, et donc une réislamisation en tout cas de la société malienne, qui fait que tout ce que vous entendez à la télévision, où les méchants islamistes sont au nord, sont enfermés dans des grottes à la phare des Iphora, c'est largement, comment dirais-je, un regard biaisé qui ne tient pas du tout en compte de cette réislamisation en profondeur. Vous avez, dans les dernières années, le président du Haut Conseil islamiste à Bamako qui a fait échouer une réforme de la famille qui aurait donné plus d'autonomie, plus de liberté aux femmes en particulier. Et donc la laïcité, de manière générale, une société plus ouverte, plus pluraliste, notamment envers les différentes catégories minoritaires, est au fond battue en brèche par un islam qui se durcit et qui est montant même à Bamako. C'est vrai aussi, bien sûr, autour des villes qui ont été soi-disant reconquises. Alors cette notion de reconquête française est particulièrement maladroite. Donc autour de Tombouctou, autour de Kidal, autour de Gao, il y a forcément des groupes, des villages, des individus qui sont sympathisants avec les groupes islamistes qui sont pourchassés en ce moment par l'armée française. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'on le dit. Et bien évidemment, à Bamako, c'est aussi le cas. J'assistais à un colloque la semaine dernière à l'école des étudiants en sciences sociales où il y avait un professeur malien qui vivait aux États-Unis, Diawara, et qui disait au début, quand j'appelais Bamako, ma famille, on me disait mais non, qu'est-ce que tu as contre les islamistes, on est tous des musulmans, on va essayer de discuter avec eux, la charia, ça nous plaît bien, Bamako, et on va voir si on ne peut pas, entre musulmans, trouver un terrain d'entente. Donc le DICO dont je parlais, le conseil islamiste, par des intermédiaires, est allé discuter avec Ansardine, bon, peut-être pour AQMI c'est plus compliqué, mais la charia, tout simplement, c'est le nom de la loi islamique qui régit en partie les rapports interindividuels en dehors de l'État, en dehors du système juridique à l'occidental. Donc c'est quelque chose qui est forcément partagé. Donc en dehors de cette religiosité ambiante qui est en train de changer, il y a aussi les jeux de l'ethnicité, on va dire des ennemis enfermés dans des territoires et des identités fixes, une ethnicité très mouvante. C'est pas un hasard si un anthropologue comme Jean-Loup Amsel a travaillé sur les Bambara du Mali et les Peuls, en montrant qu'il y a des passages de l'un à l'autre dans les ethnies du Sud, dans les peuples du Sud. Par contre, là où il n'y a pas de passage, il y a une haine qui est difficilement compréhensible ici, c'est envers les Touaregs. Ce problème Touareg est argumenté de manière de plus en plus racialisée, puisqu'en ce moment à Abidjan,
On parle de peau blanche contre les peaux noires, voire les peaux rouges qui ne sont pas les Indiens d'Amérique, mais les Peuls en l'occurrence. Donc vous voyez le vocabulaire quotidien qui, comme dirait Jacques Semelin, le spécialiste des génocides et des massacres extrêmes, précède souvent le passage à l'acte. Puisque, comme vous le savez, en ce moment, on accuse l'armée malienne, qui est un peu dans les fourgons de l'armée française, dans les villes reconquises, que ce soit les petites villes comme Diabali, qui séparent le sud du nord, que dans les villes comme Gao, Tombouctou et Kidal, on accuse cette armée malienne de massacres sélectifs envers les ennemis nordistes et surtout les Touaregs. Alors, le paradoxe, c'est que ici, ces Touaregs, à travers le mythe, parce que c'est un mythe des hommes bleus, de cette société, au fond, de la liberté, du nomadisme, nous paraissent beaucoup plus sympathiques que les islamistes. Donc, inversion d'approche, pour un Malien de Bamako, c'est exactement l'inverse. Alors, c'est rationalisé en disant qu'il y a exactement un an, en janvier 2012, c'est le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad étant le nord du Mali pour les Touaregs, qui a commencé les hostilités et qui, quelques mois plus tard, a déclaré son indépendance. Maintenant, ils ont en quelque sorte mis de l'eau dans leur vin, si j'ose dire, parce que ce n'est pas une métaphore très adaptée, mais ils ne revendiquent plus que leur autonomie à l'intérieur, ou leur autodétermination à l'intérieur d'un État malien qui reste encore évidemment extrêmement faible. Cet État malien, effectivement, organisé à l'occidental à travers un jeu multipartite et une sorte de pacte postcolonial dont on peut reparler, il est au fond complètement discrédité. Et là-dessus, il faut un peu revenir sur la vie politique du Mali depuis les indépendances, notamment Modibo Keïta, le fondateur avec un nationalisme malien extrêmement réactif envers la France, et qui fait que, contrairement à ce qu'on croit, le Mali n'avait pas et n'a toujours pas d'accord de défense avec la France. Vous savez que c'est un peu la voie d'entrée, ces accords de défense, dont on peut reparler aussi, pour les armées, notamment françaises. Il y avait des accords techniques, mais par exemple, contrairement à la Côte d'Ivoire, où vous avez le 43e BIMA qui a changé de nom à l'occasion de l'intervention française et de la force Licorne en avril 2011, il n'y a pas de base militaire permanente au Mali, contrairement aussi à d'autres pays, comme par exemple le Sénégal, où vous avez une base, le Gabon, où il y en a eu. Et les accords de défense, au fond, ils sont très simples, ils tiennent en 2 pages, ils ont été tellement secrets qu'on ne les a pas connus pendant une dizaine d'années, mais quand on les voit, ils prévoient des choses extrêmement simples, une présence militaire française permanente, et en échange de quoi, c'est ça le pacte colonial ou néocolonial, un monopole des matières premières des pays en question pour la France. Et puis aussi un tiers, en tant que gouvernance à la française, un corps de coopérants permanents qui lie donc les gouvernements en question qui sont au fond sous une mise sous tutelle permanente. Alors effectivement, si on va au-delà du Mali, au-delà de ces 50 interventions sous des prétextes divers et variés depuis les indépendances, ces interventions militaires françaises en Afrique évidemment francophone, on peut le comparer d'ailleurs avec l'Afrique anglophone qui est organisée à la fois différemment en tant que colonisation. Vous savez que les Anglais étaient très attachés à ce qu'ils appelaient l'indirect rule, c'est-à-dire un gouvernement indirect en conservant autant que faire se peut les élites locales et non pas par altruisme ou philanthropie. Le mythe français, évidemment, de la colonisation française, vous savez tous, c'est l'assimilation. L'assimilation, et cette sorte, ça se ressent toujours avec les élites francophones, ce que certains appellent certes des liaisons incestueuses, permanentes, mais enfin cette projection en miroir des deux côtés sur la vie politique française. Je me souviens quand j'arrivais en Côte d'Ivoire à la fin des années 80, je trouvais des cadres d'Abidjan qui me disaient qu'ils étaient par exemple CRS, les autres chevalimatistes, les autres plutôt mitterrandistes, etc. Je disais, mais je ne comprends pas, vous êtes inscrit au PS, c'est compliqué. Non, il me disait, mais non, pas du tout. Vous comprenez, il faut être boniste, ça fait 40 ans, en gros, qu'on le supporte, donc
voilà, nous on s'intéresse à la vie politique française, à tel point qu'ils connaissaient dans le détail, autant que leurs gouvernants. Tout le monde sait que Bongo ou Houphouët-Boigny, ils connaissaient en détail la vie politique parisienne. Fouette, pour avoir été ministre et député, il disait d'ailleurs que l'Assemblée nationale française, c'était le lieu où pour la première fois il avait vu le blanc manger le blanc. Bon, ça c'est pour l'anecdote, mais c'est une métaphore avec beaucoup de Yamoussoukro, je suppose. Mais enfin, donc il y a ces liaisons permanentes, ce que Bayard appelait l'assimilation réciproque des élites. Il y avait des ambassadeurs français à Abidjan, je ne peux pas citer de nom, en fait tout le monde les connaît, qui portaient les doléances souffletistes à Paris. On se demandait au bout d'un moment, il y a quelques années, si c'était ambassadeur de France en Côte d'Ivoire ou ambassadeur ivoirien à Paris. Donc vous voyez ce côté extrêmement ambigu, ce qu'on appelait la France-Afrique, qui est un mot dans les années 60 du président Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, avant d'être repris par François-Xavier Verschave de Survie, dans un système occulte de domination violente et perverse, au fond, qui se continue. Ceci dit, avec toute l'amitié qu'il doit y avoir dans la salle pour mes amis de Survie, je pense qu'il faut sortir de ce mot France-Afrique qui est une sorte de perversion des relations france-africaines pour montrer qu'en fait c'est structurel. Si on peut parler de France-Afrique ou de système de domination, moi j'appelle ça la guerre à l'Afrique en reprenant le terme d'un historien italien qui s'appelle Calchinovati. Cette guerre à l'Afrique, c'est un système structurel de domination et d'exploitation. Ça va beaucoup plus loin qu'une perversion des mécanismes politiques et des mécanismes commerciaux. Ça succède au fond à ce qu'on appelait dans les années 50 le containment du communisme. Il y aurait effectivement un blocage des migrations, un blocage des velléités nationalistes d'autonomie. Il y a un document de l'an dernier des Affaires étrangères qui présente les ennemis de la France sur le continent africain comme étant d'une part les islamistes, les groupements salafistes, et de l'autre côté les nationalistes, comme par exemple Laurent Gbagbo ou d'autres, qui veulent l'intérêt de leur pays plus que l'intérêt, évidemment, de la France-Afrique ou de ce système donc, de domination. Donc, ce système de containment, de contrôle et de domination, il se traduit en particulier par si on voit de manière plus proche, par une série d'interventions militaires qui sont en série, quel que soit le gouvernement chiracien, sarkozyste ou hollandais actuel, notamment en Libye, en Côte d'Ivoire et au Mali, à tel point que malgré les événements contingents, malgré les causes de tel ou tel conflit, on se demande si à un moment on n'assiste pas à une recolonisation violente militaire de l'Afrique subsaharienne à travers ces cas qui sont inextricablement liés, puisque par exemple, comme vous le savez, ce sont les armes de Libye qui se retrouvent en ce moment au Mali. Alors il y a eu beaucoup de fantasmes là-dessus, les faits ne sont pas tout à fait fixés. Moi-même j'ai repris sans doute à tort des informations sur lesquelles il y aurait des missiles solaires, par exemple libyens, ou qu'on a vendus aux Libyens, qui se retrouveraient au nord Mali, qui se retrouveraient en ce moment dans l'Adrar des Ifora, dans ces grottes, ces zones montagneuses. Alors ça peut être vrai quand même, mais ça peut être des armes assez sophistiquées, difficiles à entretenir, qui ne fonctionnent pas forcément, et donc qui sont en quelque sorte autodétruites. Donc il y a quand même des zones d'ombre dans cette guerre malienne. Alors j'en profite dans les zones d'ombre, c'est un débat en cours. Quand il y a un conflit sans image, un conflit avec une vérité unique dans les médias, maintenant, comme vous le savez, dans la sphère Internet, il y a au fond une résistance. Et malheureusement, je ne peux pas dire intellectuelle parce qu'elle est souvent, parfois, un peu aberrante, beaucoup complotiste. Et vous avez des interprétations à la fois à l'extrême gauche et puis maintenant à droite, comme quoi le 11 janvier, ces colonnes de pick-up qui descendent des djihadistes, des groupes comme Ansardine, le Moujao, ACMI, qui descendaient vers Mopti et Bamako, n'existaient pas. Donc ça serait un
un gros bluff, une sorte de masse manœuvre de désinformation du gouvernement Hollande et de l'État français comme un prétexte d'intervention. Alors, il y a là-dessus des arguments, comme toujours ces thèses complotistes, elles s'ancrent sur des détails ou des éléments véridiques. Il semble qu'au moment où effectivement les djihadistes descendaient vers Bamako et que l'armée française est intervenue, le capitaine Sanogo, on va y revenir, qui est le nom de putschiste, qui ont fait un peu le pouvoir de l'ombre en ce moment à Bamako, voulait renverser le président par intérim, Diokunda Traoré. Donc c'est pour cet événement imminent que les Français sont intervenus. Mais enfin, pour expliquer la situation il y a un mois, je voudrais compléter très brièvement le système politique bamakois, malien à cette époque. Donc j'ai parlé de Modibo Keïta, le fondateur. Il y a une dictature très longue de Moussa Traoré, qui dans les années 90 a été renversé par le fameux général démocrate, avec beaucoup de guillemets, Amani Toumani Touré, dit ATT pour abréger. Donc c'est un général non seulement qui a renversé le pouvoir d'un dictateur, mais qui est revenu à la base, à l'époque où je l'ai connu, il s'occupait des enfants des rues. C'est vraiment un général qui a renversé un dictateur qui se maintient pas au pouvoir en Afrique et qui s'occupe des enfants des rues, et qui est revenu au pouvoir par les urnes après l'intermédiaire d'un grand intellectuel tout à fait passionnant, Alpha Oumar Konaré, et qui est actuellement très décrié et très silencieux. En tout cas, ATT, il était, le président Toumani Touré, il était un mois de sa réélection, il y a un an, quand des putschistes ont fait irruption sur la scène politique, l'ont déposé, forcé à fuir à Dakar en attaquant la présidence et en prétextant justement l'insurrection Touareg au nord pour prendre le pouvoir à Bamako. Mais ces putschistes, ils ont trouvé très vite une base sociale et cette base sociale, elle correspond à un mouvement intellectuel qui critiquait la corruption du régime du général Amani Touré. On appelait, il y a un livre célèbre, ATT-cratie, Michel Armentin, hélas, par la découverte, et la corruption, le népotisme, le fait que le système politique malien était complètement biaisé, et c'était déconsidéré. Alors c'était un mois des élections, alors là aussi les complotistes nous disent « Ah, c'est parce que certains partis d'opposition, comme le fameux Ibrahim Boubacar Keïta, dit IBK, ils sont partis, allaient gagner les élections, qu'il y a eu un putsch. » Donc des intellectuels, comme mon ami Aminata Traoré, un grand intellectuel de la société civile africaine, qui a écrit, vous le trouvez très facilement sur Internet, qui a écrit quelques mois avant Mali vers une recolonisation annoncée, qui était très critique envers le régime précédent et sans aucune sympathie pour les militaires en tant que tels et les putschistes en tant que tels, a justifié le renversement de ce président corrompu. Et vous avez aussi un leader qui s'appelle Oumar Mariko, que j'ai rencontré en le temps quand j'étais en mission à Bamako pour le monde diplomatique, en tant que leader étudiant dans les années 90, un dirigeant de gauche charismatique qui a aussi soutenu le renversement du régime et qui dirige avec d'autres la COPA. Il vient d'ailleurs d'être arrêté ces jours derniers, amené à la DST et relâché. Enfin, il a subi une arrestation extrêmement violente. Donc, ça s'est passé il y a un an. À la suite de ce putsch, la soi-disant communauté internationale, notre ami Bertrand Badili, qui ne l'a jamais rencontré, moi non plus, c'est un ensemble hétéroclite d'intérêts, d'amitiés politiques, souvent instrumentalisés par l'ancienne puissance coloniale. Par exemple, aux Nations Unies, quand il y a une décision sur le Mali, sur la Côte d'Ivoire, sur le Sénégal, c'est la France à qui l'ensemble du système onusien confie la préparation de la résolution. Ça ne veut pas dire que le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale des Nations Unies va suivre mécaniquement la décision française. Enfin, vous voyez, préparer une décision, une résolution du Conseil de sécurité, c'est pas rien. Alors, toutes les instances, par exemple dans la crise ivoirienne, ça a été particulièrement évident, toutes les instances internationales et tout d'abord africaines sont instrumentalisées par le pouvoir parisien, quel qu'il soit. Par exemple, au moment de la crise ivoirienne,
Ça a été la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, donc l'Afrique de l'Ouest, actuellement dirigée par Alassane Ouattara. Ça a été donc le Côte d'Ivoire, ça a été l'Union africaine, et ensuite ça a été effectivement les Nations Unies, donc sous influence à l'époque sarkozyste. Et ça a été même la Cour pénale internationale où le ministre à l'époque, Mercier, le ministre de la Justice, allait très fréquemment pour mettre en place le procès dont vous avez entendu parler, en tout cas ces jours-ci, de Laurent Gbagbo. Voilà, et bien cette instrumentalisation des instances internationales, elles ont recommencé pendant toute l'année dernière par le régime de François Hollande. Donc la manœuvre, c'était, comme disent les Américains, une intervention un peu française, une intervention en retrait par derrière les États africains qui devaient envoyer des contingents. Et puis la France, c'était la doctrine pendant très longtemps française, pendant des mois et des mois, devait fournir la logistique, l'entraînement, et jamais, on le jure, n'intervenir par l'aviation, par des bombardements, et a fortiori, aucun soldat français au sol. Alors, le 11 janvier, il s'est passé un mouvement inattendu, c'est que tous ces mouvements islamistes qu'on disait désunis, avec lesquels on cherchait à négocier, comme par exemple avec un des relais de la France-Afrique, le président Blaise Compaoré, qui est depuis 30 ans et plus l'assassin de Thomas Sankara, vous devez connaître, depuis 30 ans au pouvoir à Ouagadougou, essayer de concilier certains mouvements, de les séparer des autres islamistes, notamment en Sardine, dirigé par un Touareg, Yad al-Krali, aucune parenté avec moi, et aussi, bien évidemment, les Touaregs. Or, il s'est passé quelque chose de tout à fait inattendu pour les autorités françaises. Ce mouvement, donc en Sardine, s'est allié avec, je ne dis pas ses ennemis, mais enfin, il ne s'entendait pas forcément bien avec AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ou avec le Moujao, qui maîtrisait Gao. Ils se sont concertés, et en quelques jours, ils ont décidé de foncer vers le sud, donc en colonne de pick-up, vers Mopti, une ville secondaire, qui était un peu la clé du sud, et vers Bamako. Alors là-dessus aussi, vous avez des interprétations complotistes qui disent oui, mais enfin, quand même, quelques pick-up, ça ne va pas prendre une grande ville, une capitale comme Bamako. Ben, erreur, parce qu'en Côte d'Ivoire, les partisans de Guillaume Soro et d'Alassane Ouattara, ils étaient environ 1 millier qui descendaient justement du Burkina Faso vers le nord de la Côte d'Ivoire, qu'ils ont tenu de 2002 à 2010, et ensuite armés, entraînés, managés jusqu'au plan stratégique et même tactique par l'armée française et l'ONU, ils sont descendus vers la capitale. Ils ont fait un carnage à Abidjan, comme par exemple le ROUF, le Front révolutionnaire de Fodé Sanko, l'avait fait en 2000 à Freetown. Donc ça allait être effectivement le carnage à Bamako. Alors sous réserve que ces colonnes de djihadistes et leurs fameux pick-up ne sont pas complètement fictives, ce que je ne crois pas, c'est encore le débat, effectivement, moi qui ai écrit l'intervention française au Mali n'est pas une solution il y a 6 mois, on était tous coincés, y compris des intellectuels comme Aminata Traoré ou autres. Et donc, à mon sens, ce qu'il faut réfléchir, c'est ce qui met dans cette situation où il n'y a plus qu'une solution. C'est l'intervention pour bloquer effectivement les rebelles. Il n'y a que des mauvaises solutions. Donc c'est l'avant et l'après. Pourquoi il y a une déliquescence depuis 1960 de l'État malien, et pourquoi à un moment il n'y a plus de décision que militaire. Alors là-dessus, sur les décisions militaires, Ronnie Groman, qui est un politologue, mais qui a été le fondateur de Médecins sans frontières, il adopte un raisonnement qu'il appelle conséquentialiste, qui me paraît tout à fait juste. C'est-à-dire, c'est un peu au fond, par ailleurs, la théorie du moindre mal. Qu'on intervient en Libye, qu'on aide les mouvements islamistes, maintenant on peut reparler à Syrie, c'est à peu près la même situation, ou quand la France intervient au Mali, quelles sont les conséquences? Et les conséquences, entre le Cameroun aujourd'hui, le mort français, le militaire français, le légionnaire français,
au nord Mali, dans la Drazifora, dans cette zone montagneuse, ce n'est que le début d'une nouvelle guerre nomade qui va s'étendre, comme il est prévu depuis des mois et des mois, de manière régionale. Tout d'abord dans le pays frère qui est le Niger, hein, d'où la France tire 40% de son uranium via l'entreprise Areva, qui est sécurisée déjà à l'avance par les forces spéciales françaises, ce qui prouve que ce n'est pas des théories parisiennes de politologues loin du terrain, mais aussi en Algérie, c'est déjà fait, vous avez vu l'attaque qui venait certainement de Libye, peut-être dans des pays qui ne sont pas encore touchés comme le Sénégal, certainement au Burkina Faso, en Libye, bon, ce serait un retour de manivelle ou de bâton, et puis aussi en Mauritanie. Donc ça serait une guerre nomade en expansion, d'un côté Touareg, hein, puisqu'ils sont dans 4 ou 5 pays, ils se font un peuple sans État qui cherche un foyer national, un peu comme les Kurdes au Moyen-Orient, et d'un autre côté les islamistes qui ont un recrutement évidemment beaucoup plus large. Alors du point de vue des islamistes, il y a des territorialisations et des déterritorialisations. Voilà, ce vocabulaire de Levzine est particulièrement difficile à prononcer, mais on y arrive. Donc, cette territorialisation sur un territoire, hein, ça a été le cas non seulement des mouvements islamistes dont j'ai parlé tout à l'heure, donc ARMI, surtout les Algériens, en Sardine, qui a en fait une filiale, enfin une organisation sœur à Bamako, hein, et puis le Moujao, dont chacun tenant plus ou moins une ville, par exemple le Moujao étant à Gao, hein, étant sponsorisé aussi, ça c'est un autre problème de relations internationales dans cette crise, par le Qatar. Hein. J'ai des amis humanitaires avec qui je travaille, comme Action contre la faim, qui étaient installés à Gao, et les Qataris, notamment la Croix-Rouge qatarienne qui sert un peu d'intermédiaire, ne voulaient pas, même sur le plan de vue médical ou humanitaire, intervenir en dehors des zones, des quartiers ou des villages où il n'y avait pas le Moujao. Après, là aussi, je vous laisse discuter s'il y a une fourniture militaire, donc humanitaire c'est sûr, financière c'est probable, militaire, je laisse sans citation, de la part du Qatar et de l'Arabie Saoudite par ailleurs, qui appuient fortement, sur toute la planète d'ailleurs, les mouvements wahhabites. Dans un islamisme plus radical. Donc ce danger d'expansion spatiale, hein, ouest-africaine, ça va beaucoup plus loin, puisqu'il y a la secte, le mouvement religieux, je préfère dire, Boko Haram. Boko Haram, pour l'anecdote, rien que le nom est tout un poème, si vous voulez, en fait c'est un symbole, puisque ça veut dire Boko c'est le bouc, et Haram c'est interdit, néfaste. Donc l'éducation à l'occidentale est mauvaise, est interdite, est impure. Donc vous voyez, un refus de l'occidentalisation du monde, en tout cas du nord du Nigeria. Ils sont venus du nord du Nigeria vers le nord du Mali. Il y a des djihadistes pakistanais ou afghans qui sont venus un peu en tant qu'instructeurs. On dit que des djihadistes sont venus de Somalie, d'autres du Polisario. Évidemment, c'est difficile de faire des recensements dans les maquis islamistes de la Drazifora ou au nord Mali. Et enfin, ça c'est un débat que j'ai avec des anthropologues. Vous avez des anthropologues français qui ont écrit des livres tout à fait passionnants sur la moindre tribu Touareg. Hein. Les Touaregs, comme les islamistes, ils sont très segmentés. Quand vous avez un clan qui est indépendantiste, l'autre est pro du côté de l'État malien. Et ça fait des siècles que ça dure. Il y a des retournements d'alliances, des unions, des divisions permanentes, tant chez les islamistes que les Touaregs. Ça fait partie un peu des mécanismes de base de ce monde politique au nord du Mali qui est très mouvant. Alors, donc, par rapport à cette anthropologie, par exemple, Touareg, hein, il y a des recompositions en période de guerre des identités, de l'ethnicité et du politique qui sont extrêmement rapides. Et c'est là où au lieu d'être africaniste et anthropologue, si on est polémologue, donc polémos c'est le conflit, depuis 1947, tout là un peu fondé cette discipline, il y a une autonomie de la chose guerrière, hein, des mouvements guerriers, qui sont favorisés par plusieurs facteurs. D'abord, ces ethnies transfrontalières. Les peuples sont des deux côtés des frontières, parce que les frontières, elles ont été tracées à la conférence de Berlin, vers 1884, en toute ignorance ou négligence volontaire
des identités ethniques. Donc, souvent, vous avez une base arrière dans un pays, et puis un foco, un foyer, comme on dirait dans les guérillas latino-américaines, de l'autre côté de la frontière, qui sont liés. Et alors, vous avez par exemple dans la base arrière le HCR et mes amis humanitaires qui font des camps, où ils accueillent les familles, les enfants, les vieillards, mais aussi les guerriers. Alors, je me souviens, en 1992, j'étais au nord, à l'ouest, au nord-ouest, disons, de la Côte d'Ivoire, du côté de Danané, et j'étais dans des camps qui accueillaient les réfugiés du Libéria. Donc ils étaient soignés, ils étaient alimentés, et quand on faisait notre petite réunion villageoise, ça les avait beaucoup amusés que je remarque que des jeunes gens en pleine forme avaient des scarifications bien précises, et je leur demandais, mais on dirait quand même des scarifications anti-balles, et tout le monde éclatait de rire, parce que ces jeunes gens fort sympathiques, c'était les Black Scorpions, les scorpions noirs de Charles Taylor, du mouvement de Charles Taylor, qui revenaient de la guerre au Libéria périodiquement, voir la famille, se mettre au vert, se faire soigner et se reposer. Ça aurait pu tourner mal, mais en l'occurrence, ça les amusait beaucoup que le blanc, comme on dit là-bas, connaisse les détails pittoresques comme les scarifications anti-balles, puisque si vous êtes bien managé par votre devin guérisseur, eh bien, les balles se transforment en eau, quelque chose qu'il y a dans les guerres coloniales, et c'est au fond ça, avec toute l'attirail un peu carnavalesque qu'il y a dans ces guerres, c'est militairement efficace quand c'est en quelque sorte socialement partagé par l'adversaire. Bon, voilà, alors là on est un peu loin des islamistes, mais voyez, en même temps, du côté du pouvoir français, il y a une vision amplifiée de ce danger. Par exemple, je crois que Le Drian a déclaré hier qu'il y a une sorte de bande sahélienne d'instabilité qui va en gros de la Somalie à la Mauritanie, et qu'en plus, ces islamistes, voire ces Touaregs qui les aident par moment, mais en tout cas les islamistes, vont se projeter sur les terrains européens ou français pour commettre des attentats déstabilisateurs. Et c'est le genre de prophétie qui, en quelque sorte, comme on dit, se réalise d'elle-même, puisque ce genre d'angoisse qui est favorisé par des soi-disant experts, des marchands de peur, ici même, induit des interventions militaires qui, de proche en proche, déstabilisent réellement toute une région, qui aggrave la haine, parce que c'est en ces termes-là que ça se pose, non seulement entre peuples, comme par exemple les habitants du Sud contre les Touaregs, mais même contre les Français. Il est vrai que, vous l'avez vu à Tombouctou, vous l'avez vu à Bamako, en ce moment, Hollande, on l'a baptisé François Hollande Keïta, comme sur les indépendances. Voilà, c'est le nouveau père fondateur du Mali, et donc il y a une reconnaissance ponctuelle. Mais si le conflit embrase la région, si on voit ce qui se passe par exemple en Côte d'Ivoire, si on voit que ce capitalisme d'enclave, ce qu'on voit très bien, par exemple in Amenas, et encore ces enclaves militarisées ne sont pas forcément un lieu de sécurité, si on voit des grandes exploitations agricoles sur des dizaines de milliers d'hectares et même plus, comme Firestone au Libéria, qui sont en état dans l'état, donc c'est ce que j'appelle le capitalisme d'enclave, fermé sur elle-même, très sécurisé, enfin en principe, et les Français, vous, nous, moi, on ne peut pas, si je vais à Bamako le mois prochain, on est soumis au fond à des horaires, à des lieux, on est nous-mêmes militarisés, tellement effectivement il y a une animosité ou un danger contre ce mouvement de recolonisation progressive. Voilà, j'ai fait un peu le tour de la situation à la fois historique, sur la société malienne, les dangers d'une extension régionale et plus. Donc peut-être, je vous rappelle un peu ces trois niveaux à la fois qu'il faut tenir en compte, contrairement aux médias nationaux. Bon, personne jusqu'ici à la télévision a parlé de la vie politique à Bamako. Et je vous rappelle que le pire est à venir, c'est ce que j'appelle la tentation d'un double coup d'État. Donc non seulement une intervention au nord, mais de la part de l'armée française qui pèse toutes ses forces. Avant-hier, l'ambassadeur de France a dit qu'il ne faut plus de division à Bamako, il faut que tout le monde soutienne l'armée française.
Et Omar Mariko, donc le leader de la COPA, a été le lendemain emprisonné par la sûreté, par la DST. Et je ne suis pas sûr que ce soit un hasard. Donc le double coup d'État, ça serait que l'armée française intervienne à Bamako pour supprimer les putschistes. Et quand on dit supprimer, c'est peut-être pas une métaphore, hein, sachant que le pouvoir de Dioconda Traoré, président par intérim qui a dépassé sa période d'intérim, est très faible. Hein. C'est un président, un gouvernement fantoche qu'il y a en ce moment, et sans qu'on voit une solution. Même les Américains disent que s'il y avait des élections, ça serait quand même une relégitimation de ce pouvoir malien, qui est un pouvoir fictif, d'apparence, soumis à la CEDEAO d'un côté, soumis aux Français et rejeté par la population. Que dit, et ce sera un peu ma conclusion, que dit l'opposition civile qui existe? Vous avez une centaine de partis au Mali, vous en avez 3 ou 4 importants, et notamment le parti d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui est un peu approché par le Quai d'Orsay, qui voit une sorte de dernière solution, d'alternance. Il dit qu'il faut, comme dans les années 90, qu'on l'appelle concertation assise ou conférence nationale, une concertation de la société civile et de la société politique pour refonder en quelque sorte le politique à Bamako et donc au Mali, et qu'évidemment les armées étrangères, à commencer par l'armée française, en admettant une formule bouchienne, mais Hollande est en plus dans un bouchisme attardé. Vous avez entendu ces déclarations scandaleuses, ce que j'appelle les armes de régression massive, les armes intellectuelles, de terrorisme, pour ne pas dire djihadiste, à détruire, c'est même une formule à la Poutine, hein, presque. Eh bien, que le travail soit fini ou pas, un retrait extrêmement rapide, on nous a dit en mars, moi je ne crois pas, mais espérons-le, une substitution peut-être progressive par des forces africaines, et surtout pas onusiennes, c'est ce que dit l'opposition civile. Parce que quand on a vécu la Côte d'Ivoire et le coup d'État franco-onusien, on voit que très souvent ces forces qui sont des forces en principe de paix, sont des forces non seulement d'imposition de la paix, mais peuvent faire des coups d'État et renverser des régimes. Voilà, je vais m'arrêter là provisoirement en attendant vos questions et peut-être un dialogue. Bon, ben, Portable peut-être, non. Bon, ben, on va entamer les discussions, les questions, l'intervention. La parole est à ceux qui veulent la prendre. Oui, fort peut-être pour les gens. Peut-être qu'il faut faire passer une Vas-y. micro. oui. Il y a pas de micro. D'abord, 3 questions. La première. Bien plus fort, parce que les gens 3 questions. La première concernant les relations avec les populations arabes et les populations arabes. Mon expérience la plus récente. Voilà. Population arabe et noire, d'accord. Arabe et noir, on ne peut pas racialiser, mais simplement qu'il y a une mémoire aussi de la domination arabe sur ces pays, une mémoire de l'esclavage. C'est pas aussi simple que ce qu'on. Il y a aussi des fractures historiques, comme il y a une fracture entre l'Occident et l'Afrique, il y a aussi une fracture entre les pays arabes. Et c'est ressenti aussi par certaines populations noires, comme une reconquête aussi par les Arabes, et certains le disent, notamment les gens du Qatar, le disent quasiment ouvertement, que le Sahélistan est une terre qui doit leur revenir. Bon, ça c'est la première chose. Deuxièmement, ceux qu'on ne voit pas dans l'histoire, mais qui sont présents partout, parce que tout cet espace-là, et qui rentre dans le jeu des rivalités inter-impérialistes, c'est les Chinois. Voilà. C'est des questions parce que je pense qu'ils ne sont pas, dans la région, ils ne sont pas absents, ces choses-là. Donc le poids de l'histoire de cette fracture-là, qui n'est pas simple, D'accord. Je ressens des haines, des fois j'ai ressenti des haines dans certains pays, mais qui dépassaient ce que j'entendais. Je ne savais pas que les choses pouvaient, des choses qui remontaient apparemment à 500 ans, mais qui étaient toujours aussi virulentes dans les esprits. Et vous avez une troisième question? Non, pour l'instant, non. Il y a d'autres interventions pour l'instant ou vous répondez?
Monsieur, au fond. Allez-y. C'était pour savoir s'il y avait eu des interventions de l'ambassade française concernant l'islamisme au Mali depuis les années 90. Concernant, je n'ai pas entendu. La présence islamiste ou des éléments islamistes au Mali depuis 90, que j'avais vu qu'il y a les Américains qui avaient fait des déclarations en 95 sur un foyer islamiste au Mali. Or, j'ai pas eu l'impression que l'État français ait réagi là-dessus, donc je ne sais pas si vous aviez des éléments. D'accord. Moi, je voudrais aussi poser une question, c'est que effectivement, on voit souvent les partis politiques français qui sont bien embarrassés avec cette affaire, entre autres à gauche. On tente souvent de dire qu'il ne faut pas que la France intervienne, mais il faut que la France parte très vite et se soit remplacée par des troupes africaines. Or, en m'étant promené un peu dans certaines des régions, les populations africaines craignent beaucoup les troupes africaines. Parce que l'expérience, souvent elles préfèrent les troupes européennes, parce que les troupes africaines qu'on envoie, qui viennent de pays divers, sont souvent des troupes qui se livrent au pillage, où les soldes ne sont pas versés. Les soldats sont pas, il n'y a pas d'infrastructure pour nourrir ces troupes. Ils vivent donc sur les villages, et donc les populations africaines souvent craignent par-dessus tout des troupes africaines. Donc l'idée, il ne faut pas que ce soit les Français, mais pour les Africains, c'est souvent pire que la première solution, quoi. Donc est-ce que tu as des expériences qui recoupent ça? Alors, expérience, je n'ai pas été moi-même malmené par des troupes africaines, je vais commencer à l'envers, mais dans le cas de la guerre ouest-africaine qui a commencé de 1989 au Libéria jusqu'en, disons, 2011 en Côte d'Ivoire, qui à mon avis n'est pas fini, le pire, ça a été l'intervention de l'ECOMOG, donc le bras armé de la CEDEAO. C'était une troupe internationale ouest-africaine dirigée par le Nigeria, donc c'était surtout le Nigeria. Alors, dans le cas du Libéria et de la Sierra Leone, ces troupes ont tellement pillé, violé, tué, qu'ils ont été, c'est quand même un exploit peu connu, ils ont été considérés, dans le cas de la Sierra Leone, par les Nations Unies comme une des factions combattantes parmi d'autres. Donc il faut quand même le faire pour une force d'intervention africaine. Alors effectivement, comme vous le savez, la grande faiblesse de l'Union africaine, c'est de ne pas avoir un corps d'armée permanent. Donc un des arguments français, qu'on ne vous dit pas comme ça, c'est qu'on pousse vers une force intervention ONU parce qu'il y aura un budget. Donc que ce soit des Pakistanais, des Tchadiens, tout ce que vous voulez, ils seront payés, ils seront armés, ils seront habillés, on reversera l'État en question. Il y a tout un business autour de ces forces d'intervention initiales. Mais pour répondre, donc il y en a qui sont sans doute terribles, celle du Nigeria, celle du Tchad, vous connaissez la dictature d'Idriss Déby, qui malheureusement sont entraînés à la guerre du désert, donc c'est sans doute les seules forces à peu près compétentes, parce que quelles que soient les exactions que puissent faire les troupes du Nigeria, etc., c'est des États côtiers. Donc ça ne va pas être des foudres de guerre dans le désert ou dans la montagne, de la Grande Victoire en particulier. Et effectivement, mais pour nuancer un peu ce que dit Philippe, en ce moment, la pire des troupes africaines, malheureusement, je ne vais pas me faire des amis partout et dans la salle, c'est les troupes maliennes. Si vous avez vu ce reportage d'envoyé spécial censuré bizarrement par le CSA, il ne faut pas montrer des morts pendant une guerre, alors que paradoxalement, c'est les premières images qu'on voit de la vraie guerre. C'est les exactions, ce qui est un bel euphémisme pour dire les assassinats faits par l'armée malienne, donc qui arrive, il faut bien le dire, dans le fourgon de l'armée française, dans les villes du nord, à Gao, Kidal et Tombouctou en particulier. Donc, pour être clair, c'est l'élimination de civils, notamment Touaregs, ou qui ont le look un peu islamiste, avec barbe longue et tielaba plus ou moins typique, et qui ont été très rapidement enterrés après avoir été exécutés. Alors, c'est vrai que j'ai discuté avec Aïta Moutou qui gère ces régions pour Amnesty International, mais en même temps, donc c'est irréfutable, il y a des exactions, il y a des massacres, mais ils sont quand même, pour le moment, quand même ponctuels. C'est-à-dire que si je regarde les chiffres depuis l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, ça va de 1 à 100 entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Il y a eu des milliers de morts, notamment à Douékoué, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a eu 1000 individus
civils, y compris des femmes et des enfants, qui ont été tués. Et l'année dernière, il y en a eu 200 exactement dans la même ville. Donc, toutes ces populations du Nord, elles craignent l'armée de leur pays, l'armée malienne qui est en fait une armée sudiste. Et c'est là, enfin je vais essayer de répondre dans l'ordre, d'abord sur l'intervention, ou du moins l'avis des USA en 1995 sur les groupes islamistes au Mali, personnellement, je ne suis pas au courant. Ceci dit, côté ambassade de France quand même si ça ne guide pas l'action, il y a une forte conscience de l'islamisation de la société versus, au fond, le système à l'occidental des élections et de l'État malien qui est complètement perverti et qui est vu quand même en extériorité par la population. Mais alors, ce que vous disiez tout à l'heure, alors là, c'est complètement vrai. Bon, je ne me suis pas attardé sur ça, mais la haine, c'est une véritable haine à Bamako des Touaregs. Quand j'ai organisé un colloque, ils arrivaient à peine à se parler il y a pas beaucoup de jours, entre un historien du Sud et le porte-parole des Touaregs, Moussa Gassari. La population de Bamako en veut 100 fois plus aux Touaregs qu'aux islamistes, puisqu'en fait ils sont tous musulmans, certains à Bamako sont pour une charia relative, si on peut dire, pas intégrale forcément. Et donc pourquoi ils en veulent? Parce que comme vous l'avez dit, à l'époque précoloniale, il y avait non seulement une domination des Touaregs et de leurs esclaves noirs, qui se trouvaient ensemble, sur les populations du Sud, avec les Reds ou les Redzous, si vous voulez parler en détail plus correctement, d'esclaves du Sud qu'on exportait effectivement vers le Moyen-Orient, ou qui servaient d'ailleurs aux Touaregs. Donc le paradoxe, c'était que au moment des indépendances, c'est la revanche des sudistes, en gros des négro-africains, non seulement au Mali, mais dans toute la zone. Et à ce moment-là, les Touaregs, qui évidemment n'acceptent pas ce retournement historique, se sont rebellés, assis de cette reprise en ce qui concerne le seul Mali, contre l'État central. Et tout ce qu'on a prévu en disant une approche un peu, disons, marxienne, peut-être un peu primaire, en disant ces histoires d'identité n'existent pas, c'est le sous-développement, on va construire des puits, des écoles, des centres médicaux, ça n'a pas marché parce que l'argent, en gros, a été détourné. Dans Bamako, on entend souvent, voilà, il y a des milliards de CFA qui ont été investis au nord, mais au nord, il n'y a rien. Et ça, je me permets de ramener ça à une interprétation que j'ai de toutes ces guerres africaines, c'est une spatialité de l'État qui fait que l'État est plus fort dans ses capitales que dans ses périphéries. Les Touaregs ou pas Touaregs, ça existe au Libéria, ça existe en Côte d'Ivoire, ça existe en Sierra Leone. Le ROUF de Fodé Sanko, on a publié un livre qui s'appelle Collectif Guerre nomade des sociétés ouest-africaines. J'ai publié un des textes du Front révolutionnaire uni de Fodé Sanko, qui n'est pas seulement le mouvement de rebelles qui coupe bras et jambes à manche longue ou à manche courte, mais il demandait pour l'histoire de province Sierra Leone, donc côté frontière, quelques centres de santé, quelques écoles, et ça faisait 150 ans que, comme au Libéria, la société Crio en Sierra Leone, Congo au Libéria, ne leur montrait qu'un État prédateur, un État coercitif dans ses périphéries. Donc c'est cette inégalité territoriale, spatiale, qui est en quelque sorte belligène et qui produit du conflit de manière structurelle. Et chose vraiment désespérante, c'est que dans les périodes de post-conflit, comme par exemple Freetown en Sierra Leone, l'inégalité entre la capitale et l'Interland et les frontières est renforcée, puisque les gens affluent autour de la capitale. C'est là où le système des Nations Unies, les ONG, donnent de l'aide en priorité. C'est là où la manne internationale se redistribue. Voilà, je ne sais pas si j'ai à peu près répondu. Quant aux Chinois, c'est vrai, mais pas forcément pour le Mali. Par exemple, c'est très vrai pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et son gouvernement se tournaient non pas vers la Chine, puisque Bouygues, Bolloré, etc. avaient des parts dans leur secteur d'activité respectif. Par exemple, Bolloré avait le monopole et continue à avoir le monopole du port d'Abidjan, qui est important. Mais il y avait une ouverture du gouvernement ivoirien vers la Chine, vers l'Inde, etc. Il disait, au moins la Chine ne nous met pas des conditionnalités politiques comme la France
a fait, notamment pendant les 20 années précédentes, ce qu'on appelle les décennies perdues d'ajustement structurel. Donc ça joue beaucoup. Hein. Alors il est vrai que la France n'avait pas d'intérêt, sauf un peu juste avant les élections, on leur a donné quelques concessions offshore, dans le pétrole. Et c'est vrai, sans faire une explication monocausale autour du pétrole, ça a souvent été déterminant. Par exemple, le régime de Pascal Lissouba au Congo a été renversé par Elf et par l'armée française, par l'État français, parce qu'il voulait confier l'exploitation pétrolière offshore à d'autres pays que la France, à d'autres compagnies qu'Elf, à la Chine, au Canada, etc. Parce que sur la question de l'esclavage, il ne faut pas oublier que l'esclavage est aboli en Mauritanie en 1980. Mais continue de manière Ça, résiduelle. même en 1980. Et lorsque j'ai travaillé dans les camps de réfugiés sahraouis, les Sahraouis m'ont dit que quand ils étaient enfants, il y avait des esclaves noirs dans leur famille. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est quasiment... Bon, après, quand ils sont dépassés, ça a cessé. Et donc, cette histoire de l'esclavage, et on la revoit même jusqu'à la Guinée, où les maladies qui étaient en lien avec les populations nomades du désert ont été justement la cible de ces Touré dans les oppositions qui ont traversé la Guinée de ces Touré. Bon. Sékou Touré, il y a eu quand même une trentaine de complots successifs. Oui, non, mais qui sont devenus parano. D'accord. Qui est d'autre? Oui, allez-y. Pas assez fort parce que la salle n'est pas très... J'ai une question assez simple. C'est quoi un djihadiste? Parce que finalement, on a l'impression que c'est un mot qui est utilisé assez systématiquement et dont les médias se sont quasiment tous emparés. Et on se demande s'il n'y a pas derrière une volonté d'harmoniser un peu tous les mouvements rebelles qui sont les contre-pouvoirs. C'est vrai, alors vous avez tout à fait raison. C'est déjà mieux que les terroristes de Hollande. Alors on comprend bien l'intérêt politique de ne pas les nommer, c'est de ne pas se mettre à dos les mouvements musulmans, intégristes, armés, etc. de la planète. Mais alors, certains disent salafistes, d'autres djihadistes, ils ont des projets politiques différents, effectivement. Certains, comme Al-Qaïda et sa filiale AQMI, ils sont au fond dans la construction, dans la volonté d'établir un califat, un gouvernement islamique quasi mondial. D'autres comme Ansar Dine, avec Yahya Khalil le Touareg, ils seraient pour un Mali république islamique. Ils se définissent comme maliens. Donc vous voyez, sachant que AQMI est composé d'Arabes d'origine algérienne et Ansar Dine, notamment de Touareg, pas uniquement de Maliens, ils ont des origines mais aussi des projets politiques différents. Oui, allez-y. On a souvent évoqué l'influence des services secrets algériens sur le mouvement sur AQMI, par exemple. Je me demandais si vous avez des éléments pour évaluer ces... Alors, voilà, moi-même j'étais traité de complotiste, c'est l'injure suprême chez les politologues, parce que j'ai dit que les services secrets français, c'est bien connu, ils ont, alors ça c'est le vieux rêve colonial qui ressurgit régulièrement, ils ont voulu instrumentaliser le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, des Touaregs, pour, je cite, liquider AQMI, c'est-à-dire libérer les otages et supprimer Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui effectivement est une transformation du groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui est d'origine algérienne. Et c'est vrai qu'Alger joue un jeu personnel, un peu, bon, la comparaison vaut ce qu'elle vaut, c'est très discuté actuellement, un peu comme le Pakistan par rapport à l'Afghanistan. C'est-à-dire l'intérêt national algérien, c'est d'avoir des salafistes, des djihadistes d'origine algérienne, mais pas uniquement, à l'extérieur de ses frontières, plutôt qu'à l'intérieur. Vous voyez ? Alors, malgré l'épisode d'In récent, il est certain qu'un certain nombre de djihadistes se sont réfugiés en Algérie, se sont réfugiés au Niger, se sont réfugiés en Mauritanie et qui sont instrumentalisés par les services de ces différents pays d'Algérie, par exemple, ayant une horreur particulière de voir l'armée
française à Thessalite, cette base qui est à ses frontières. Ça ravive évidemment tout un contentieux colonial particulièrement brûlant. Oui, vas-y. Oui, vous avez cité le chiffre d'une cinquantaine d'interventions militaires de la France Grosso modo, oui, sur la 60, depuis 30 ans, 60 ans. Donc, évidemment, à chaque intervention, il y a des spécificités, on peut étudier en détail telle ou telle le plus banal, spécificité. c'est la mais défense et ressortissants. voilà, Ça, c'est voilà, ça, et ça peut. Bon, à chaque fois, bien sûr, c'est avec des raisons tout à fait humanitaires, etc. Et quand même, ce qui domine tout ça, c'est qu'en 60 ans, il y a 50 interventions, et donc on peut penser qu'il y a quand même fondamentalement des intérêts qui ne sont pas à défendre telle chose, mais qui sont des intérêts notamment économiques. Le problème du néocolonialisme. Donc, on peut pas aussi voir un peu par cet aspect-là. Oui, alors, si vous voulez, l'explication, elle est tellement vraie pour le Niger que certains, au début du conflit, vous avez des articles tout à fait savoureux, vous parlez de l'uranium du Niger comme s'il était au Mali. Alors, donc, pour le Niger, ça marche très bien. Alors, je vous remercie de me poser cette question. Là, c'était ce que disait De Gaulle quand on ne me posait pas, mais pour le Niger, c'est le pays frère, et en même temps, ils ont adopté peut-être la bonne solution, en tout cas vis-à-vis des Touaregs. Les Touaregs, quand ils sont revenus de Libye, vous savez que Kadhafi avait une sorte de légion Touareg surarmée, ils ont été accueillis au Niger à condition qu'ils déposent leurs armes, qu'ils s'intègrent en l'armée et dans le système politique, à tel point que le Premier ministre du Niger est un Touareg. Exactement le contraire de ce qu'a fait ce pouvoir faire cet état de décomposition du Mali. C'est ce qu'on reproche beaucoup à Toumani Touré. Ils ont confié en quelque sorte à ces brigades Touareg, qui revenaient de Libye, le nord du Mali. Et c'est là où tout a dégénéré. Bon, maintenant sur le côté économique. Ça se discute parce qu'il y a une volonté par rapport à la Chine de garder sous une influence, je dirais, géopolitique un certain nombre de pays. Et des ressources qui peuvent paraître vitales comme l'uranium du Niger. Alors en ce moment, il y a un communiqué d'un certain nombre d'organisations de gauche, voire d'ultra-gauche, ou pas très critiques contre le colonialisme, avec lesquelles je suis d'accord en général, comme survie, mais dans leur communiqué, sans dire aussi qu'ils font du complot ou de la... Enfin, ils disent, leur raisonnement vise à dire, voilà, au Nord Mali, il n'y a rien, mais il pourrait y en avoir, parce que c'est potentiellement riche, alors en uranium, en pétrole, en ci, en ça, qui ne sont pas exploités, mais pas plus que, je dirais, par exemple, toute la République démocratique du Congo. On sait qu'il y a des gisements virtuels, mais qui ne sont pas exploités. Donc, personnellement, dans le cas du Mali, je dirais que la cause d'intervention est beaucoup plus géopolitique. Et puis, il y a effectivement ces fameux ressortissants qui sont la raison officielle de beaucoup d'interventions françaises. Il y a quand même 6000 Français à Bamako. Donc, voilà, sur laisse djihadistes faire intervenir à Bamako. Donc, une intervention beaucoup plus géopolitique qu'à base économique, dans le cas du Mali. Enfin, je laisse la discussion. Oui, d'autres interventions. Oui, moi je voudrais revenir sur cette question plus politique. Qu'est-ce qu'on peut dire en France quand on est en France, on connaît mal ce qui se passe, etc. Mais qu'on fait de la politique, on est obligé de dire quelque chose, puisque les organismes politiques qui sont en France, ils sont obligés de dire quelque chose sur une intervention militaire française. Moi, mon point de vue, très personnel, je suis plutôt contre toutes les interventions françaises à l'étranger, donc ça simplifie quelque part le raisonnement, mais j'avoue que c'est un raisonnement un peu simple et peut-être insatisfaisant pour les gens qui sont spécialistes des différentes régions. Mais ce qui est, en gros quand même, c'est vrai qu'on vit dans des situations où c'est des espèces d'alternatives infernales qui sont créées. Exactement. C'est-à-dire que la situation malienne est une situation infernale. Donc là, finalement, il n'y a plus de... on s'arrange pour qu'il n'y ait pas de choix possible. Soit on est des assassins en laissant tuer les gens de Bamako,
soit on intervient. Donc là, on met les gens dans des situations qui sont très difficiles à résoudre politiquement. Et en même temps, c'est le résultat effectivement d'une histoire où, et si on continue à intervenir, on recrée les conditions pour réintervenir après-demain, réintervenir encore, sans pire. Donc, j'ai le sentiment quand même que dans une situation de ce genre, le fait de ne pas intervenir me semble quand même la position politique, enfin, personnellement, qui me semble la première, parce que l'autre nous entraîne dans une situation qui est de continuer ce qui existe depuis 50 interventions, c'est-à-dire que cette intervention-là, quelque part, même si conjoncturellement on peut dire, elle va bloquer, c'est ce que j'ai discuté avec Broman. Ronnie Broman est un des membres fondateurs de la Société Louise Michel, donc on a discuté un peu sur Internet, il me disait, je suis pour l'intervention, mais pas jusqu'à telle ligne, quoi. Le problème, c'est que l'intervention, résultat d'une attaque infernale, parce que Broman, il n'est pas pour les interventions militaires françaises, c'est pas quelqu'un qui est très respectable dans ses batailles politiques, mais en même temps, en gros, on prépare la suivante aussi, quoi. On prépare la catastrophe d'après, on prépare la suivante, et donc il faut à un moment donné dire on sort de ça, et c'est autre chose qu'on fait, quoi. Et là j'ai trouvé que c'était justement, vous avez fait un texte intéressant avant l'intervention sur le thème voilà ce qu'il faudrait qu'on soutienne en Afrique pour sortir de ça, quoi. Broman, c'est vraiment un bon interlocuteur, mais en l'occurrence, il avait une position très particulière, il a souvent dit la vérité historique, il a fait des trucs intéressants. Lui pensait qu'il n'y aurait jamais d'intervention militaire française, et pour une fois, il a quand même fait une erreur. Mais là où je le rejoins complètement, c'est dans cette approche conséquentialiste. Et je fais une petite parenthèse pour vous donner les bases juridiques de l'intervention française au Mali. Alors, donc, la France, pendant 6 mois à peu près, a travaillé ces institutions internationales qui sont la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine et Nations Unies. Donc, la dernière résolution des Nations Unies prévoit des forces africaines qui interviennent, ça a été la doctrine française pendant très longtemps, qui interviendraient au Mali, et pas du tout l'intervention française. Alors, quand on a vu donc, les fameuses colonnes probables de djihadistes qui descendaient vers Bamako, l'Élysée a cherché partout le président par intérim Yekuna Traoré. On a mis un moment pour le trouver. Et on lui dit, écoutez, juridiquement, là on va intervenir, mais il faudrait qu'on soit couvert, je fais un peu provocateur, mais il faudrait qu'on soit couvert par un texte. Donc envoyez-nous quelque chose, et si vous voulez, pour aller plus vite, on va vous le préparer. Et alors, il est forcément d'accord. Et donc on lui a dit, le président par intérim Yekuna Traoré demande à l'État français d'intervenir, de faire une intervention aérienne pour bloquer les djihadistes. Alors c'est complètement savoureux. C'est ça la base inexistante juridique de l'intervention militaire française. Parce qu'après l'intervention aérienne, on envoyait tout de suite les troupes au sol. Et c'est là où donc on peut discuter, comme Ronnie Broman et Philippe, différentes modalités d'intervention. Donc si on considère qu'il fallait bloquer les colonnes djihadistes qui descendaient vers Bamako, c'est effectivement une intervention aérienne. Envoyer les troupes au sol, c'est autre chose. Alors on savait, ça c'était aussi le secret polichinelle, que dans les mois précédents, il y avait des forces spéciales en Mauritanie, au sud de la Libye, au Niger et déjà à Bamako. Donc les troupes au sol, elles y étaient déjà en janvier dernier. Et ensuite, deuxième module, si on peut dire, d'intervention, reconquérir les villes du Nord Mali, Kidal, Tombouctou et Gao. Ça c'est facile à faire parce que c'est d'autant plus simple de d'être aperçu qu'en gros il n'y avait pas d'adversaire. On dit avec, sans péril, etc. On a bombardé les postes stratégiques, les pick-up, tout ce que vous voulez. Et en fait, les djihadistes, ils se sont repliés, soit dans le désert, ou autour du fleuve, à la périphérie des villes, où ils ont de nombreuses sympathies. On l'a vu quand la Grande, c'était le deuxième sur le pays stratégique. Autour de Gao, les djihadistes se sont mis à attaquer les forces maliennes et les forces françaises la semaine dernière dans Gao. Ou alors, ils se sont repliés dans les pays alentours déjà, et dans la Drasifora, cette sorte d'immense zone montagneuse, à peu près aussi grande que la France, dans laquelle une partie s'est retranchée. Et troisième
intervention, alors là complètement bouchienne d'après Hollande, c'est éradiquer, détruire, je passe les métaphores macabres, tous les djihadistes du Nord Mali, qui sont déjà ailleurs que le Mali. Voilà. Donc vous pouvez faire votre choix. Il est certain que la première est malheureusement nécessaire, voire justifiée, mais les deux autres niveaux sont vraiment très contestables, dans leurs conséquences, comme dit Bruno. Oui. Alors, juste une question par rapport à l'interprétation des images. Je me souviens avoir vu François Hollande, c'était à Tombouctou, si je ne me trompe pas. Ce qui m'avait frappé, j'ai trouvé qu'il y avait très peu de monde. Alors, est-ce que c'est parce que c'était une visite surprise, parce que Tombouctou est une petite ville? Et deuxièmement, à Bamako, c'était quelques jours plus tard, beaucoup de bruit, beaucoup de cris, mais les plans caméra en hauteur montraient qu'il n'y avait pas non plus une nuit extraordinaire de gens. Alors, est-ce que c'est parce qu'un peu circuler, il n'y a rien à voir, ou parce que les gens ont peur de sortir? Qu'est-ce qu'il faut voir dans ces images? Alors, dans le cas de Tombouctou, vous avez raison, c'est une petite ville. Hein, voilà. Il y a quand même 2 ou 3 000 personnes. Dans le contexte, c'est beaucoup de monde. Alors, sachant que vous alliez me poser la question, j'ai demandé à un ami malien, un historien qui revient, qui a passé un mois, qui est revenu il y a 3 jours, et qui était sur la place d'Indépendance à Bamako. Lui me dit que la légende médiatique savoureuse selon laquelle les Maliens suivaient la CAN à la télévision au lieu d'aller écouter Hollande est fausse, et qu'il y avait, d'après lui, dans le contexte Bamako, il y avait beaucoup de monde autour de François Hollande. Alors, il y a une perception quand même africaine qui n'est pas du tout la même que la nôtre. C'était de voir le président par intérim, l'agrégé de mathématiques de Kouna Traoré avec sa belle écharpe blanche, silencieux au Tombouctou, convoyé par les avions français d'autorité, et pendant qu'Hollande pérorait. Il y a donc, je ne dis pas une humiliation, mais en tout cas, c'est perçu peut-être différemment, comme un symbole de l'inexistence de l'État malien. Et s'il y a une solution, en tout cas, c'est au processus, hein, c'est cette reconstruction de l'État malien, du pouvoir politique, qui correspond d'ailleurs, vous avez un anthropologue passionnant qui s'appelle Isiaka Bakayoko, à Bamako, qui a montré comment la République malienne, le pouvoir, le président, l'armée, etc., est verbalisé en bambara. Quel terme on emploie? Donc pour le pouvoir, Fanga, c'est le pouvoir de la force. C'est pas du tout le pouvoir de l'élection, de la démocratie. Et malheureusement, pour un Malien, c'est peut-être, avec toutes ces imperfections, sympathique, c'est plus le capitaine Sanogo que le président du Kounda Traoré, vous voyez, qui représente au fond culturellement un pouvoir exécutif fort. Donc il faut sans doute, que ce soit concertation ou conférence nationale, ce que demande l'opposition civile, une relégitimation de ce pouvoir, qui est pour le moment un pouvoir fantoche complètement, et de jour en jour, de plus en plus inexistant, à cause notamment de la débauche technologique, de la puissance de l'armée française. Vous voyez ? Oui. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce qu'est la politique de l'Algérie? Parce que, bon, vous avez dit qu'ils étaient satisfaits de les maintenir en dehors des frontières. Bon, à partir du moment où il y a l'intervention française et plus inversement, ça n'est plus tenable. Il me semble que la politique algérienne est très difficile à décrypter. Tout à fait. Et je suis complètement incapable, il faudrait demander à votre ami François Gèze, hein. Vous avez une sorte de noyau obscur au sommet de l'État algérien avec des factions, etc. Mais toujours est-il que pendant très longtemps, ils ont été vraiment très très réticents à une intervention française, en tout cas dans le nord du Mali et surtout à leurs frontières. Vous avez vu comment ils ont réglé la prise d'otages sans vouloir qu'il y ait aucun, par exemple, force spéciale GIGN ou d'autres forces d'intervention britanniques, françaises ou autres, à l'intérieur de leur territoire. Donc, personnellement, mon avis, c'est qu'ils instrumentalisent les différents groupes salafistes. Est-ce qu'ils vont jusqu'à les héberger, les armer, les pousser contre l'armée française? Je n'irai pas jusque-là, je vous avouerai que je ne le sais pas. En tous les cas, c'est ce qu'ils ont fait très largement en Algérie depuis des années où la situation est incompréhensible. Je ne comprends pas comment les autorités algériennes ont manœuvré les groupes dits islamistes.
Moi, ça m'étonne parce que les informations que j'avais vues, c'était plutôt que l'Algérie, ça fait pas mal d'années qu'ils sont en train de combattre l'islamisme, et qu'ils ont fait des alertes auprès des gouvernements maliens depuis longtemps et auprès de la France, sans qu'il y ait justement de réaction et que le problème ne soit pas traité. Tout à l'heure, j'avais parlé de des ambassadeurs français. Moi, ce qui m'avait aussi étonné, c'est que pour le 60e anniversaire de l'USRDA, je crois que c'est Nicolas Lenormand, ambassadeur français. Quelques mois avant, il y avait déjà eu des saccages de la part de mouvements islamistes dans Bamako. Et lui, lors du 60e anniversaire, en réaction, la première chose qu'il a trouvé à dire, au lieu de parler de l'islamisme, c'était critiquer l'héritage socialiste de Modibo Keïta. Donc en termes d'instrumentalisation, je pense que la France, en tout cas si l'Algérie a une part de responsabilité, la France en a aussi une quand même. Non ? Ah oui, je suis complètement d'accord avec vous. Mais je me souviens quand j'étais en reportage, là, j'avais vu un attaché militaire qui prônait le retour des compagnies méharistes. Vous voyez, le vieux rêve colonial qui ressurgissait. Alors, il n'avait pas vu que les différents mouvements rebelles d'ordre religieux ou autonomistes, ils en sont au pick-up. Mais enfin, voilà, il y en a qui sont dans un rêve colonial ininterrompu. Vous savez peut-être comment on appelle couramment, au moins j'ai retenu ça de mes 3 années compliquées à Saint-Cyr, comment on appelle l'infanterie de marine jusqu'à maintenant en France? On l'appelle la coloniale. Et j'ai vu des officiers supérieurs africains crier avec des généraux français « Vive la coloniale » actuellement, en 2013, ça vous donne un peu une ambiance. Oui. Moi j'aimerais savoir si c'est vrai que c'est le général de la Fourcade qui est chef, qui est général de l'opération actuelle au Mali. Des forces spéciales. Des forces spéciales? Oui, c'est ce qu'on dit. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles, coutumièrement, parce que nous aussi on fonctionne à la coutume en France, on n'a pas d'image. Quand il y a les forces spéciales en action, alors on peut voir le profil d'un général, on peut voir quelques images sélectionnées à l'usage des civils, mais en principe, on ne doit pas, le Ougoum Pécous, vous et moi, on ne peut pas voir... Non mais aujourd'hui c'est lui qui est en charge de ça. Il a quand même un passif au Rwanda qui n'est pas anodin. Comme le général Henri Poncet qui a managé la Côte d'Ivoire après le Rwanda aussi. Et moi je voulais revenir sur la situation à Kidal. Vous avez dit que tout à l'heure il y avait des troupes maliennes à Kidal. Alors, pourtant, moi, Kidal c'est compliqué. J'étais avec Moussa Agassarid. Il dit que ce qu'on lit dans la presse est faux, selon laquelle il y a une dissidence du MNLA qui s'appelle le MIA, qui tient le centre et le MNLA tiendrait la périphérie, les Français seraient évidemment dominants, et il y aurait quelques forces maliennes et africaines, mais de manière minoritaire, et c'est bien le problème, parce que les Français ont confié en gros Kidal ou MNLA, mais pour une raison aussi historique et de peuplement, c'est que les chiffres sont très contestés, mais environ dans le Nord Mali, il y a entre 15 et 25%, 30% de Touaregs. Par contre, à Kidal, ils sont dominants. Vous voyez ? Ce qui fait, vous avez un historien qui est très connu, Pierre Boilet, que, à tort ou à raison, les Maliens du Sud prennent comme le porte-parole des Touaregs, à tel point qu'à le colloque de l'HESS, on lui disait « Vous êtes aussi connu au Mali qu'au Hollande, mais vous, c'est un mal ». Il dit comment c'est difficile comme ça quand même. Et donc, Pierre Boilet prétend que non seulement ces chiffres sont approximatifs, mais lui-même dit que s'il y avait un référendum d'autodétermination dans l'ensemble du Nord Mali, il n'est pas sûr que l'option même d'autonomie, Touareg, soit retenue par l'électorat. Oui, il y avait une intervention. J'avais une question qui était un peu dans la continuité de la précédente. Il y a l'impression quand même d'une part d'autonomie des aspects militaires, en gros avec un continuum franco-africain qui vient directement du Rwanda, qui se retrouve, parce qu'on dit la Fourcade, mais il y a aussi Grégoire de Saint-Quentin, qui était quelqu'un qui était directement sur place au moment du génocide au Rwanda, qui est en ce moment au Mali, enfin au Sénégal, si j'ai bien compris, mais qui chapeaute un peu tout ça. Est-ce qu'il y a une part de conflit interne, en gros, entre le pouvoir politique français et ces militaires qui organisent la volonté d'intervention
en lien avec la discussion sur le livre blanc, sur la défense, là il y a une discussion en ce moment financière. J'ai vu ça, donc c'est pour ça que je pose la question. Vous êtes peut-être plus calé que moi sur les tendances à l'intérieur de l'armée française et les rapports avec le pouvoir politique. Je peux laisser ça depuis que j'ai quitté Saint-Cyr contre un forcé. Mais on dit que par exemple, en ce moment, le Mali, c'est une revanche de l'armée de terre et des forces spéciales sur, par exemple, l'aviation, par rapport à l'Afghanistan et surtout à la Libye. Donc, il y a ces problèmes internes. La grande continuité de la politique africaine et de la politique néocoloniale, comme je disais à Bertrand Badi, maintenant j'ai arrêté de mettre néo tellement je vois de continuité dans l'avant et après. C'est aussi les hommes, effectivement. Par exemple, il y a le même chef d'état-major sous Sarkozy et sous Hollande. Chef d'état-major particulier, donc vraisemblablement la même politique, beaucoup de continuité. Oui, et après, vas-y. Est-ce que vous êtes d'accord, comment vous appréciez l'analyse qu'a livrée Samir Amin pour justifier son soutien à l'intervention française? Il a dit que pour lui c'était la façon de mettre un coup d'arrêt à l'instauration d'un Sahélistan, au début de l'installation d'un Sahélistan dominé par un islam réactionnaire avec le soutien des monarchies et qui serait à son sens tout à fait congruent avec les intérêts anglo-saxons et américains. Alors, il explique que les Américains étaient vraiment pas pour cette intervention française. Donc, moi, je sais pas plus quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette vous voulez comprendre ça? Voilà. Alors, en ce moment, il y a une polémique là-dessus, puisqu'il y a deux textes sur Internet, celui de Samir Amin, publié ensemble d'ailleurs dans la revue Africasie, et il y a des positions très diverses que vous retrouvez sur un très bon site, celui de Mireille Fanon-Mendes France. Elle a repris un certain nombre de tribunes, prises de position sur l'intervention française au Mali. Et d'ailleurs, si ça vous dit, sur le site de Culture et Conflits, en liaison avec elle, on va faire une sorte de page web, Voix du Sud, sur la guerre au Mali. On va solliciter quelqu'un comme Achille Bembe, on va prendre ce qui a été publié à droite à gauche, c'est le cas de le dire. Alors moi personnellement, effectivement, je suis d'accord avec Samir Amin, d'autres sont plus proches de Philippe contre toute intervention militaire occidentale et française en particulier, mais lui voit de l'intérieur en quelque sorte ce problème de Sahélistan, non pas qui va envahir la France ou l'Europe, mais effectivement re-islamiser de manière violente à la fois l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Juste une question par rapport aux chiffres. Ce qui m'a surpris quand on parlait des interventions militaires françaises, je ne sais plus les villes, disaient tous les djihadistes sont partis dans la nuit. Le djihadiste à la base c'est un combattant. Est-ce que vous avez des chiffres par rapport aux éventuels morts djihadistes au Mali? Et s'il n'y a pas de morts, est-ce que c'est des djihadistes qui partent en courant, ce qui serait un peu une première? Ça fait partie des incertitudes, ou plutôt de la méconnaissance en débat, alors qu'on ne sait pas effectivement l'essentiel. Le Drian, le ministre de la Défense français, a dit il y a quelques jours, on en a tué quelques centaines, contre 2 morts français. Mais pour autant, on nous a montré aucun cadavre. Alors, sur la vision ou la médiatisation des conflits, il y a quelque chose qui est très étonnant, qui avait eu lieu, je ne sais pas si vous êtes au courant, par exemple, au moment de la guerre d'Irak, c'est qu'entre le moment où on tue, par exemple, des djihadistes, et malheureusement de temps en temps des civils, quand on bombarde, et le moment où les journalistes français, parce que les occidentaux, parce que les journalistes maliens, ils restent vraiment pauvres, l'armée française et ses supplétifs, comme je dis, africains, nettoient le champ de bataille. Il ne faut pas qu'on voit des lambeaux, des morceaux de cadavres, donc on nettoie le champ de bataille avant de le montrer aux médias. Le cadavre, qui est quand même quelque chose assez courant dans la guerre, est devenu insupportable, c'est du moins la théorie des militaires et des politiques occidentaux, à l'opinion publique. Comment? C'est la leçon du Vietnam. Oui, mais enfin, il y a en même temps, chose plus récente, il y a vraiment des techniques de désinformation maintenant, qui sont
voilà, dans la manière de traiter les journalistes qui sont embarqués et qui sont désinformés en même temps. Moi, je voudrais revenir sur une question que je connais très mal au Mali, parce qu'on parle beaucoup de l'islam qui arrive la réislamisation. Vous disiez qu'il y a deux islams à ce moment-là. Cet islam moderniste, parce que l'islam l'islam islamiste est quand même très moderniste, c'est pas un islam qui revient en arrière, pour moi je trouve que c'est un islam très moderniste, malheureusement. Et par contre, effectivement, dans des pays comme le Maroc ou en Afrique du Nord, il y avait un islam traditionnel, alors, justement, je ne sais pas, qui était l'islam des confréries, oui, c'est ça, et qui était un islam très puissant, mais qui quand même aujourd'hui, en quelques 20 ans, je trouve, parce que moi je connaissais beaucoup les confréries religieuses du Maroc, les Aïssawa, les Amalcha, enfin toutes les confréries qu'il y avait. Aujourd'hui, cet islam-là, il est quand même dans un déclin total, même dans un pays comme au Maroc. C'est-à-dire que je trouve que les jeunes, quand ils s'intéressent à la religion, ils ne se tournent pas vers les confréries. Et ils se tournent vers autre chose. Et les confréries, j'ai l'impression qu'elles sont quand même au Maroc où elles sont protégées par l'État. Magzen protège, jusqu'à présent protégeait, on dit même que le roi est membre du Boudjidji, donc c'est une confrérie également. Mais enfin, elles sont quand même dans un déclin qui me semble très fort. Sachant qu'elles ont été victimes quand même, je ne sais pas ce qu'il y en a, oui, à la fois des attaques de la gauche, parce que la gauche considérait que c'était des superstitions et qu'en conséquence il fallait éradiquer ces confréries qui sont des groupes superstitieux, et de l'autre côté elles étaient soumises à l'attaque des courants venus d'Arabie Saoudite, du Qatar et d'autres qui considéraient que c'était un islam païen, un faux islam. Et donc elles ont été prises quelque part dans une espèce d'étau entre d'un côté une gauche moderniste qui les a profondément méprisées alors que c'était un islam populaire, et de l'autre côté des modernistes venus d'Arabie Saoudite. Et là, c'était en très mauvaise position. Et on voit qu'en Tunisie, ça s'est joué aussi, puisqu'on a commencé à détruire les mausolées, etc. Et en Algérie, effectivement, les confréries ont été les premières victimes aussi dans la guerre civile. On a commencé par assassiner les gens qui allaient sur les lieux de prière où il y avait des saints enterrés. Alors par contre le Mali, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, parce qu'on parle beaucoup de Tombouctou, oui. Mais bon, en Tombouctou, on ne sait pas trop si c'est des trucs protégés par l'UNESCO, si c'est des vraies confréries vivantes oui, et qui fonctionnent. Bon, les CPI sont un petit peu à côté de leur rôle. Moi parfois je prends, pour me faire bien comprendre, le parallèle avec les protestants et la querelle des icônes aussi. Hein, vous voyez, cette représentation de Dieu, cette intercession par des saints. Le Maroc, on a parlé, l'anthropologue Gelner a parlé du saint de l'Atlas, hein, donc il y a effectivement des saints et des confréries. C'est quand même très, comment dirais-je, populaire au Sénégal encore. Hein. Mais effectivement, c'est cet islam confrérique qui existe à Tombouctou et dans l'ensemble du Mali. Et depuis des dizaines d'années, il y a l'influence, vous l'avez dit, de l'Arabie Saoudite et du Qatar qui distribuent ce que nous on ne distribue plus, des bourses aux étudiants, à part que c'est des étudiants en religion qui vont se former dans les pays en question et qui reviennent imposer donc un système beaucoup plus rigoriste d'origine effectivement arabo-musulmane dans les pays en question, en Côte d'Ivoire aussi, hein, par exemple. Et donc c'est une querelle interreligieuse à mon sens, en dehors du mouvement djihadiste. Je ne pense pas que les organisations internationales aient forcément s'en préoccuper sous l'angle de la judiciarisation du religieux par la CPI ou de la culturalisation par l'UNESCO, même s'il y a des personnes, moi aussi je trouve que c'est dommage que les tombeaux de Tombouctou, les mausolées soient détruits. Et est-ce qu'au Mali, les confréries sont une forme de résistance, sont une possibilité d'endroit de résistance à la fois à la France, par exemple, ou est-ce qu'ils ne sont pas du tout équipés pour ça, quoi, et aux islamistes? Peut-être une question. Je voudrais juste justement répondre. Moi, en tout cas, j'avais vu que concernant les confréries, il y avait eu, quelques mois avant l'intervention française, une réunion justement d'un collectif qui s'appelle Ansar Din, mais qui ne s'orthographie pas de la même façon que le groupe qui s'est créé dernièrement, qui est en fait l'espèce de syndicat des confréries historiques pour le Mali. Et eux ont réagi justement par rapport à ce qui se passait dans le pays pour réaffirmer l'existence de l'islam noir, ses valeurs plus universelles que le wahhabisme. Mais après, je ne sais pas s'ils sont plus actifs que ça ou pas sur le terrain.
Pourtant, vous voyez, Diko, là, le président du conseil islamiste à Bamako, est wahhabite. Donc pour le moment, ponctuellement, il approuve même l'intervention française. Il y a toute une base, je n'ose pas dire sociale, en tout cas religieuse, hein, à Bamako et dans le sud. Donc c'est beaucoup plus compliqué que quelques méchants islamistes, djihadistes étrangers qui crapahutent autour des 3 villes du Nord Mali. Hein. Il y a un mouvement de fond qui s'inscrit aussi contre la société civile et les ONG que nous avons tendance à valoriser ou apprécier. Parce que ces groupements, wahhabites ou pas, ces mouvements religieux, ils font aussi du social. Hein, comme on l'a vu en Afghanistan, au Pakistan, ils font des petits prêts sans intérêt, évidemment plutôt à leurs affidés. Hein. Donc ça correspond, leur activité religieuse et sociale, à la déliquescence de l'État et à l'échec des politiques de développement, y compris des ONG, y compris de nos propres ONG, hein, de tout le mouvement humanitaire et du peu qu'il y a de sociétés civiles autonomes. Et à mon sens, sans parler forcément de développement comme le ministère de la Coopération, l'Agence française de développement ou autre, mais c'est pourtant de cette société civile qu'il y a un espoir contre les extrémistes ou les mouvements armés djihadistes. Il n'y a plus d'intervention. Bon, on va remercier Michel de nous éclairer.